Surtout ne pas relâcher la pression militaire. Vladimir Poutine inscrit son offensive dans la durée. Nouveau bombardement aujourd'hui à l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk. Au moins 15 morts ce matin après le pilonnage d'un immeuble. La Russie est-elle en train de renforcer son offensive? Comment transforme-t-elle sa stratégie? On va en parler avec nos invités. Patrick Martin-Genier, bonjour, bienvenue. Vous êtes spécialiste des questions européennes et internationales, enseignant à Sciences Po Paris. Pierre Laurin, bienvenue également, journaliste, écrivain, spécialiste de l'URSS, du monde post-soviétique et de la Russie. Vous êtes également l'auteur du livre L'Ukraine, une histoire entre deux destins, aux éditions Bartia. Nathalie Schrin, bonjour, bienvenue également. Vous êtes française d'origine ukrainienne, membre de 4 associations ukrainiennes, dont des femmes ukrainiennes en France. Et enfin, Caroline Didier, bonjour, bienvenue également, présidente de l'ONG Doc for Ukraine. Bienvenue à tous les 4. Alors, on parlait de ces 4 mois et demi de conflit. Désormais, il y a eu cette pause militaire observée de l'armée russe. Mais selon vous, Patrick, l'offensive russe est-elle plus ciblée, plus localisée? On l'a vu ce matin en raison de cette pause militaire. Ce sont finalement des objectifs civils que vise désormais l'armée russe. Vous savez, l'armée russe a toujours visé des objectifs civils depuis le début. C'est une guerre, mais c'est également une terreur, de la terreur contre les civils. On a dit qu'il y avait tellement eu de bombardements et de dommages collatéraux, mais qui ont visé beaucoup de civils, des écoles, des crèches, des hôpitaux. Et donc, encore dans la région d'Odessa, un bâtiment. Et encore ce matin, on vise systématiquement les civils. Ce n'est pas une guerre, c'est du terrorisme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Zelensky également. Donc aujourd'hui, effectivement, on dit qu'ils essaient de se recentrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris Lysychansk, Sévierodonetsk, avec une crise humanitaire majeure qui se profile, ça a été dit. Et donc, ils sont obligés de se recentrer car ils n'ont pas encore tous leurs effectifs. Mais ça ne change en rien leurs objectifs à long terme, qui est de continuer à prendre l'intégralité du Donbass et éventuellement après. Donc on est effectivement sur ce point. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi un problème d'effectifs. Il faut qu'ils recrutent de nouveau des soldats. Et donc on peut dire qu'il y a une sorte de pause, mais ça ne remet absolument pas en cause les objectifs à long terme dans cette région. Ça ne remet pas en cause les objectifs, mais en ce moment tout de même la tactique militaire est différente. Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Pierre Laurent, justement sur comment les Russes s'organisent au cours de cette pause stratégique militaire? Il s'agit essentiellement de concentrer les troupes dans le but de poursuivre l'offensive. Ensuite, en ce qui concerne les bombardements civils, effectivement, il y en a. Généralement, ce sont plutôt des erreurs, des missiles qui tombent là où il ne faut pas, soit parce que la précision n'est pas terrible, soit parce qu'ils sont atteints par des contre-mesures et qu'ils tombent là où il ne faut pas. Mais ils ne visent pas, les Russes ne visent pas systématiquement des objectifs civils. C'est plutôt des frappes collatérales. Là, on parle de ce bombardement-là, mais il faut dire que dans la journée, il y a eu plusieurs centaines de bombardements d'objectifs militaires stratégiques sur le territoire ukrainien. Alors justement, pour se rendre compte visuellement de l'évolution des frappes, on va tout de suite faire un point avec vous, Jade Partouche, où vous allez nous expliquer que l'étau russe est toujours très très serré dans le Donbass. Oui, effectivement, et c'est ce qu'a rappelé Volodymyr Zelensky. Hier, il a précisé que en 24 heures seulement, eh bien, ce sont ces villes qui ont été frappées, notamment Kharkiv, Kryvyi Rih, qui est la ville natale du président ukrainien, les villages autour de Zaporijjia et Mykolaiv. Effectivement, si on s'arrête là, on a la preuve que le tapis de bombes n'épargne pas grand monde. Et en plus, la carte s'est un peu élargie à l'ouest. Mais si on regarde la note de l'ISW, l'Institut d'études de la guerre, qui a très bien documenté le conflit depuis le début, eh bien, on se rend compte que ça répond aussi à une certaine méthode, à cette stratégie d'encercler Sloviansk. Tout s'est joué hier dans ces 3 villes, autour de ces 3 villes, Izium, Sivert et Bakhmout. Regardez, si on zoome davantage, tous ces pictogrammes de bombes que vous voyez sur cette carte-là, ce sont les villes qui ont été ciblées par l'armée russe hier. Il y a cette autoroute, je vous en ai déjà parlé, c'est un axe majeur que les Russes convoitent parce que, vous le voyez, elle traverse le Donbass et elle conduirait les Russes tout droit vers Sloviansk. Et donc, de fait, toutes les colonies qui se trouvent aux alentours de cette autoroute ont été la cible de frappes russes qui ont poursuivi leur assaut également autour de Siversk. Cette fois, on est à l'ouest de Lysychansk. C'est une ville qui est convoitée par les forces russes parce que cette fois, ça leur donnerait un accès direct vers Sloviansk en partant de l'est. D'ailleurs, il se trouverait actuellement à une dizaine de kilomètres seulement. Mais ce n'est pas tout. Les Ukrainiens accusent les Russes de détruire volontairement les réserves
de blé. Une ville a été la cible de frappes russes hier, la ville de Borodichnye, pour la prononciation. Des frappes aériennes qui auraient été qui auraient en fait déclenché des incendies dans la région. Et j'ai vérifié cette information sur le site de la NASA qui cartographie les incendies. Tous les points rouges que vous voyez là, ce sont des départs de feu ces dernières 24 heures. Preuve donc que les frappes ne s'arrêtent pas. Et ce n'est pas tout. Il y a eu également des lignes de communication terrestre qui ont été détruites par les forces russes. Une gare notamment a été bombardée hier dans la ville de Chaziviar. Encore une fois, on voit bien cette stratégie des Russes d'encercler, d'étouffer la résistance ukrainienne pour se rapprocher toujours plus de Sloviansk, cet objectif majoritaire. Merci beaucoup Jade pour cet éclairage en détail. L'offensive russe, Nathalie Schrin, n'a pas pris la tournure qu'espérait Vladimir Poutine. On est loin d'une guerre éclair. Son objectif ultime, selon vous, est-il toujours de s'emparer, de faire tomber Kiev ? De faire tomber toute l'Ukraine et de récupérer tout ce que Poutine pense être, un territoire russe. C'est simple, il veut tuer les Ukrainiens, il veut tuer la culture ukrainienne. C'est son objectif principal. Pour moi, ça n'a jamais anéantir changé. Tout ce qui ressort de l'Ukraine. Tout à fait. Ça a déjà été fait sous l'Union soviétique, c'était déjà comme ça. On n'avait pas le droit de parler la langue ukrainienne. On n'avait pas droit à la religion, mais ça comme tout le monde en URSS. On n'avait pas droit même à porter nos chemises brodées qui étaient symboles de résistance. Donc on n'avait droit à rien, c'est simple. Mon mari est ukrainien, il parle russe parce qu'il était obligé de parler russe à l'école parce qu'on n'avait pas droit à sa culture. C'est comme ça. Et je pense que Poutine veut faire exactement la même chose. Il veut annihiler toute la culture ukrainienne. Même analyse, Caroline Didier ? Oui, je rebondis aussi sur ce que vous disiez. Il y a quand même 100% des hôpitaux dans le sud et l'est qui ont été bombardés, avec la majorité qui ont été éradiqués. Donc ça démontre effectivement qu'il y a une volonté de faire régner la terreur, une politique de terre brûlée qu'on ne peut pas nier. On est sur une politique fasciste qui dénie la démocratie et la liberté. Donc on doit le dire. Il veut délibérément que les villes... on est quand même allé jusqu'à Kiev de toutes les façons. Donc il veut transformer les villes ukrainiennes les plus importantes en villes comme celle d'Alep, où il ne reste plus rien, où les gens sont terrorisés et massacrés avec, on a vu, des crimes de guerre et on pourrait dire d'autres choses beaucoup plus graves. Alors parlons à présent de la position officielle du Kremlin. On va écouter d'abord Vladimir Poutine, puis Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Selon eux, vous allez le voir, la balle est dans le camp des Occidentaux. Nous ne refusons pas les négociations de paix, mais ceux qui les refusent doivent savoir que plus longtemps ils refuseront, plus il leur sera difficile de négocier avec nous. Je me suis permis de rappeler à nos collègues occidentaux ce qu'ils disaient il y a encore quelques mois, et je leur ai demandé de décider de ce qu'ils veulent vraiment. Si c'est la paix, comment peut-elle revenir alors que l'Ukraine a mis fin aux négociations ? Comment interpréter justement ce qu'on vient d'entendre, selon vous, Pierre Laurin ? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à interpréter, c'est relativement clair. Il y a deux versions de l'histoire de ce conflit qui est en train de se dérouler depuis plus de 4 mois. Bien entendu qu'il y a deux versions. Maintenant, une chose, je reviens juste quelques secondes. Là, aujourd'hui, dans le monde, on rend compte d'une enquête de l'ONU sur l'un des crimes prétendument commis par les Russes. En l'occasion, ils ont commis des crimes, il n'y a aucun problème, je ne le nie pas. Mais là, il s'agissait de la maison de retraite de Staraya Krasnyanka, où officiellement ils avaient fait 50 morts. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que, d'après l'ONU, c'était un point de tir ukrainien et que les Ukrainiens n'ont pas évacué les habitants de cette maison de retraite et que c'est ça qui a causé le problème. Donc, il faut voir, il faut relativiser les choses. Là, on a un aspect, une vision, mais il faut peut-être reconsidérer les choses d'une manière plus large en étant conscient que le brouillard de guerre, c'est-à-dire la guerre de l'information, la guerre de la propagande, a lieu des deux côtés et qu'on ne voit pas réellement le dessein précis
de l'histoire. Bon, est-ce que vous savez qu'il y a quand même 90% des blessés qui sont des civils, hein, et donc il est quand même difficile de dire des choses comme ça. Si on parle du théâtre de Mariupol, effectivement, on a pu dire qu'il y avait des civils qui étaient dans le théâtre de Mariupol, mais l'ONU parle quand même d'un génocide, donc il faut faire attention. Mais il faut faire attention également à ce que vous dites. Il n'y a pas 90% des blessés qui sont des civils, parce que l'essentiel des blessés et des morts, ce sont des militaires, des deux côtés. Alors, du côté des Russes, c'est sûr qu'il n'y a que des militaires, enfin j'espère. Mais du côté des Ukrainiens, non, il n'y a pas que des militaires qui sont blessés et qui sont tués. Mais pas 90%. Alors, il est vrai qu'il y a ce rapport de l'ONU là, qui est sorti il n'y a pas longtemps qui dit qu'il peut y avoir une part de responsabilité de chaque côté. Tout devrait être investigué, incontestablement. Mais il y a quand même très clairement un agresseur et un agressé. Bon, que maintenant, effectivement, il y a eu des dommages collatéraux des deux côtés, ça devrait être investigué. Sur les négociations, je trouve extraordinaire d'entendre Vladimir Poutine et M. Lavrov, qui a quitté la conférence du G20 à Bali sans vouloir écouter qui que ce soit, de dire nous sommes prêts à négocier. En réalité, c'est quoi la négociation? Ils veulent que l'Ukraine capitule sur le Donbass, Donetsk, Luhansk, et capitule définitivement sur la Crimée. C'est cela. Ils sont prêts à négocier à condition qu'on aille dans leur sens, qu'on s'assoie à une table des négociations et qu'on prenne acte du démembrement de l'Ukraine. C'est ça qu'ils veulent aujourd'hui, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, ils comptent d'une certaine façon sur une partie de l'Occident qui commence à s'inquiéter des conséquences de cette guerre. Et on y reviendra justement parce que cette guerre est aussi une guerre énergétique. Pour revenir sur le temps que dure cette offensive, ce n'est pas une offensive éclair, on peut le dire désormais. Si ce conflit s'inscrit dans la durée, on peut imaginer que son issue pourrait être de l'ordre de quelques mois, quelques semaines. Alors écoutez, il y a tous les différents rapports qui circulent. Vous savez que même du côté ukrainien, quand on avait repris l'offensive, on espérait que donc cette guerre aurait un tournant décisif cet été, dès le mois de juillet-août, et que finalement on solderait cette guerre au mois de décembre. Mais quand on sait que cette guerre là-bas dans le Donbass dure depuis 2014, je crains malheureusement que ce soit une guerre qui s'éternise, qui soit véritablement au long cours, c'est-à-dire que ça va encore continuer. Beaucoup d'experts militaires disent que c'est une guerre dite d'attrition, c'est-à-dire une guerre d'usure, et donc finalement on va se retrancher chacun sur ses positions et hélas, je dirais, il y a de fortes chances pour que cette guerre continue. Alors, une guerre d'usure, est-ce que Vladimir Poutine, selon vous, parie sur l'essoufflement de la résistance ukrainienne ? Oui, je pense que c'est évident. Je suis entièrement d'accord à ce que Patrick vient de dire. Il est très clair que c'est ça. Mais simplement, il faut également voir Bon, il est clair aujourd'hui que la situation de l'armée ukrainienne n'est pas favorable du tout. Malgré les aides de la part des États-Unis et des pays européens. C'est un exemple que je donnais l'autre jour. Les Occidentaux envoient des HIMARS, c'est-à-dire des lance-roquettes multiples, des canons César, etc. 11 HIMARS. 14. Une enveloppe de 400 millions d'euros de la part des États-Unis. D'accord, 400 millions, c'est pas grand-chose. Vous savez, lorsque vous savez que un canon César, c'est 14 millions, bon, ça va vite. Hein. Oui, mais il faut combien de missiles pour atteindre une cible avec un César et combien il faut? Non, mais c'est pas ça. La véritable question, c'est que vous avez une artillerie ukrainienne de l'époque soviétique, qui a été continuée à fabriquer pendant la période plus récente, mais qui ne fonctionne pas avec les mêmes munitions que les armes que nous livrons. Nous ne pouvons pas livrer de munitions et ils n'ont plus de munitions. Et là, il ne s'agit pas de 10 ou 14 ou 16. Ils n'ont plus de munitions et ils manquent d'hommes. Et il manque d'hommes, mais là, c'est des milliers de pièces d'artillerie dont on parle. C'est des centaines de lance-roquettes multiples. Et on ne peut pas remplacer des milliers, malgré la portée supérieure, on ne peut pas remplacer des milliers de pièces d'artillerie. C'est ça le drame ukrainien aujourd'hui. Oui, sauf c'est là où il y a un problème. On ne sait pas combien non plus ont d'armes encore dans leurs réserves les Russes. On ne sait pas, personne ne le sait. Le problème des Russes, c'est qu'ils ont une industrie qui fonctionne. Mais les Ukrainiens étaient très bons aussi en armement. Mais ils étaient très bons, simplement les Européens. Et ils les ont aidés. Les Européens, lorsqu'ils ont conclu l'accord d'association, l'Union européenne et l'Ukraine, on a essayé de financer le fait de la reconversion
de l'armement, de l'industrie de l'armement ukrainien, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont plus réellement de capacité industrielle. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, c'est sûr que ça va être compliqué, mais on nous aide de partout, donc les armes vont arriver, vous inquiétez pas, les Ukrainiens, ils ont l'habitude. Exactement, les chars. Les Russes n'ont pas d'armes nouvelles qui arrivent. Exactement. Si on vous écoute, la victoire de l'Ukraine s'éloigne de jour en jour. Pour moi, de mon côté, et je pense du côté des experts, c'est le cas. C'est que là, il y a un gap à passer. Vous diriez que le conflit est réglé d'avance ? Non, ça peut se durer suffisamment longtemps. Et si l'OTAN intervient, le conflit n'est pas réglé d'avance. Mais si l'OTAN n'intervient pas, je vois mal, même en continuant d'armer, étant donné que la plupart des armements qui arrivent sont détruits au fur et à mesure qu'ils arrivent, il y a un problème majeur. Patrick Martin-Genier. Oui, non, je ne pense pas que tous les armements soient détruits à mesure qu'ils arrivent. Une partie. Il y en a, c'est vrai, une partie. Mais je crois qu'effectivement, les Ukrainiens comptent aujourd'hui sur les armements occidentaux. Et les armements américains arrivent. Mais ils seraient insuffisants. Ils sont, bien sûr, ils sont insuffisants, c'est ce qu'ils disent. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est aussi de regarder concrètement sur le terrain. Les Russes ont eu énormément de pertes sur le terrain, de la même façon que les Ukrainiens en ont eu. Entre 200 et 300 soldats par jour en Ukraine disparaissent, meurent, et également du côté russe, les pertes sont immenses. La question est de savoir jusqu'où les Russes vont-ils pouvoir avancer, sachant que les armements arrivent quand même en Ukraine, et on a vu par exemple ces derniers jours qu'à Kherson, les Ukrainiens avaient repris du terrain. Donc c'est une guerre qui va durer, qui dépend énormément des armements qui arrivent. Le résultat est loin d'être encore acquis, et donc d'où l'importance, c'est ce qu'ont dit les Ukrainiens, des armements. Il faut des armes et encore des armes. Et peut-être aussi un engagement de l'OTAN supplémentaire ? C'est un engagement pour envoyer des armes, oui nécessairement. Ils n'interviendront jamais en Ukraine, mais il est évident que les Américains ont encore décidé récemment d'envoyer encore plus d'armes, même si on dit que ça ne suffira pas. Oui, il faut véritablement aujourd'hui que l'OTAN, l'Occident, l'Europe continuent à accélérer l'aide à l'Ukraine. Et je remarquerai que ça va être 20 000 soldats ukrainiens et ukrainiennes qui vont se rendre au Royaume-Uni pour être formés par... Et donc Oui, cet entraînement tenu dans le plus grand secret, il a d'ores et déjà commencé. Il a d'ores et déjà commencé et c'est un des éléments essentiels, me semble-t-il, pour la formation des soldats ukrainiens. Parce qu'il y a un manque d'effectifs, mais il y a aussi un manque de formation. C'est ça aussi, le problème du côté des Ukrainiens. Le problème de la guerre, c'est que ça tue quand même sa jeunesse. Et que, certes, mais il faut plus de combattants. Il faut se former au combat. Il faut se former au combat, évidemment. Les anciens, par contre, ont eu une formation militaire comme dans l'Union soviétique. J'ai une amie qui a une cinquantaine d'années. Elle est capable de monter, démonter une Kalachnikov et de tirer encore. Elle me dit, ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo. Exactement, ça ne s'oublie pas. Et elle me dit, on est tous prêts pour se battre, vous inquiétez pas. Et les femmes aussi. Il ne faut pas oublier. On va en parler. Ce sera l'un des thèmes de notre débat, justement. L'armée ukrainienne a été formée entre 2014 et aujourd'hui par des instructeurs militaires occidentaux et dans de grandes proportions. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne de 2014 n'a rien à voir avec l'armée ukrainienne d'aujourd'hui, qui est capable de résister, etc. Et donc, on voit bien la différence. Est-ce que ça aussi, c'est une surprise, cette résistance-là ? Parce que cette résistance ukrainienne, elle a surpris le monde entier, mais surtout et avant tout les Russes. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a eu, au début de la guerre, une très mauvaise interprétation du renseignement, en particulier... des services du FSB qui étaient chargés de cela et qui ont dit un peu ce que le pouvoir espérait entendre. Et donc, honnêtement, je crois que c'est là le nœud des problèmes des Russes que l'on ressent aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au début de la guerre, le Kremlin était persuadé que les Ukrainiens allaient accueillir l'armée russe à bras ouverts en libérateurs. Ça n'a pas été le cas, loin de là. Mais non, Nathalie Chaud, je ne vous sens pas d'accord. Patrick Martin-Genier. Je suis d'accord, ils se sont bien trompés, les Russes. Non, nous ne sommes pas Russes. Nous avons l'habitude de combattre. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Ukrainiens ont combattu quand même 10 ans
les communistes, il faut le savoir. Donc non, on a l'habitude de se regrouper. À chaque fois qu'il y a un problème en Ukraine, de toute manière, on a vu ça sur Maïdan, on s'est retrouvés comme à l'époque cosaque, on se reconstitue en Sochi, en unité cosaque, et c'est notre savoir-faire. On est capable de se réunir et de se réorganiser comme à l'État cosaque. Oui. Donc c'est presque une histoire de gêne. Oui, je pense que c'est une histoire de gêne parce qu'en fait, même moi qui suis née ici, mon père n'est pas né ici, mais quand on a un souci, quand il y a un problème, pof, on se réunit automatiquement. Je sais pas, c'est Adouet Atavik, mais en tout cas, vous inquiétez pas, on va continuer et on veut qu'on nous laisse tranquille sur notre terre. C'est tout ce qu'on demande. C'est juste voilà. ça. Je crois que vous avez tout à fait raison, tous les deux, oui. En disant que les Russes ont pensé que les russophiles, les russophones allaient accueillir à bras ouverts les Russes comme des libérateurs. C'était une erreur fondamentale parce que c'est une petite minorité. On peut être russophile, russophone sans pour autant approuver cette opération. C'était une erreur fondamentale. Rappelez-vous qu'ils devaient arriver à Kiev en 72 heures. Ils avaient même mis dans leur bagage les habits de parade pour défiler et ça n'a pas été le cas parce que les russophiles également on fait partie des résistants ukrainiens. Et ce scénario ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. Quelle issue pour que cette guerre ne s'enlise pas dans la durée? Est-ce le moment ou pas d'envisager un cessez-le-feu? Nous aborderons ces questions dans quelques instants. Vous restez sur LCI. Le Club Info revient. À tout de suite. Il est pratiquement 15h30. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le Club Info sur LCI. 4 mois et demi de conflit en Ukraine. Quelle issue pour cette guerre qui continue de s'enliser dans la durée? On va revenir sur l'une des principales images de la journée avec ce bilan. Au moins 15 morts après une frappe qui a éventré un immeuble d'habitation à Tchatsirar dans l'est du pays. Selon les secours, 24 personnes se trouvent encore sous les décombres, dont un enfant. On voit bien que l'armée russe maintient son étau dans le Donbass. On va donc aborder toutes ces questions avec nos invités. Mais tout d'abord, on va écouter Lech Walesa. L'ancien président polonais était hier soir l'invité de Dariusz Rojbin sur LCI. Pour lui, la Russie est dirigée par une main de fer, par Vladimir Poutine. Et c'est cette politique bien trop verticale qui, selon lui, est à l'origine de tous les maux actuels. Et la cause, c'est que la Russie n'a pas le bon système politique. Ce système permet à un seul homme de concentrer tout le pouvoir, un pouvoir qui lui permet de menacer le monde entier. Aujourd'hui, nous devons lutter contre ça. Nous devons convaincre chaque homme et chaque femme en Russie que le système ne devrait pas permettre à un président d'avoir plus de 2 mandats. Gdyby Putin miał 2 kadencje, i Stalin miał 2 kadencje, i Breżniew miał 2 kadencje, nie byłoby tej bandy. Si c'était le cas, on n'aurait pas les problèmes actuels auxquels on doit faire face aujourd'hui. Je pense que c'est la bonne direction à suivre pour nous aujourd'hui. Pour leur propre bonheur, pour leur vie, on ne peut pas donner à un homme seul un tel pouvoir. Potrzeba jest innego systemu, nie wolno dawać jednemu człowiekowi takich możliwości. Jeśli to nie poskutkuje, proponowałem drugą ścieżkę. Si cela n'est pas possible, je peux proposer autre chose. La Russie compte 60 peuples qui ont été annexés comme les Ukrainiens aujourd'hui. Il faudrait d'un coup soulever ces peuples annexés par la Russie. C'est une voie longue et difficile. Mais il faut soit changer le système politique de la Russie, soit réduire son nombre d'habitants à moins de 50 millions. Voilà les propositions radicales de Lech Walesa, l'ancien président polonais. Vous les partagez, Nathalie Schrin? Écoutez, en plus j'ai de la famille en Pologne, donc ça me faisait plaisir de voir l'ancien président. Effectivement, je pense que les Polonais connaissent très très bien l'histoire. Ils ont souffert pas mal des Russes, donc je pense qu'ils ont une bonne vision des choses. Oui, effectivement, il faut rappeler que la Russie est une fédération en fait. Ce n'est pas un peuple, c'est une multitude de peuples. Donc je pense qu'ils ont aussi ces peuples-là le droit de vivre et de garder leur langue, leur tradition, etc. Les Biélorusses, notamment, ont pratiquement oublié leur langue. J'avais un ami qui était biélorusse qui ne savait même pas me dire bonjour.
C'est dire que moi, ça me perturbe en tant que Française aimant la culture, etc. Et en tant qu'Ukrainienne, avec tout un pan de culture que personne ne connaît, j'espère que tous les pays fédérés par la Russie, y compris la Russie aussi, elle a droit de vivre. Les Russes ont droit aussi. Faire revivre leur culture. Oui, exactement. Pierre Laurin, pour reprendre ce que disait également Lech Walesa, il va très loin puisqu'il dit que faire tomber la Russie, la chute de la Russie, eh bien, il aurait fallu le faire dès la chute de l'URSS. Selon lui, c'était le scénario idéal. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut venir à bout de la politique de Vladimir Poutine. Il aurait fallu agir, au contraire, juste après la fin de la guerre froide. C'est ce qu'a certains, en particulier les Américains, ont essayé de faire, en essayant de favoriser les indépendances, en particulier de créer des républiques indépendantes en Sibérie. Ça n'a pas marché parce que, non, il y a une cohésion tout de même du peuple russe. Même s'il y a beaucoup de nationalités, les droits de nationalité, en règle générale, sont à peu près respectés. Ce qui est, en plus, les Biélorusses, ils sont indépendants. Ils parlent biélorusse aujourd'hui s'ils le veulent. Il y en a très peu. Ils ont complètement oublié leur langue. C'est ça qui est quand même dramatique. Je regrette, mais tous les avis du gouvernement biélorusse sont en biélorusse. Je vous dis qu'en même en ukrainien, en Ukraine, 90% des gens parlaient russe. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Donc ce n'est pas une question de choix, c'est une question... Pendant l'Union soviétique, écoutez, pendant un siècle et demi, la France a imposé le français. C'était la politique jacobine. Combien il y a... Combien de temps? Quand on a imposé le français, c'était il y a combien de temps? C'était jusqu'au siècle dernier. Au moment de la Première Guerre mondiale, on avait encore une politique. Aux écoles. Mais peu importe, ça, ce n'est pas la question. La question, c'est qu'à partir du moment où vous avez un État, en règle générale, il faut qu'il y ait une langue qui s'impose, sinon ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, les Ukrainiens font exactement la même chose, puisqu'ils ont interdit l'étude du russe dans les parties qui étaient... Ce n'est pas vrai. Ils ont demandé à ce que l'Ukrainien soit pris. Mais il était pris. Bon, peu importe, en tout cas... Écoutez, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Lech Walesa. Ce fut un grand syndicaliste à l'origine de la chute du communisme en Pologne, un grand président polonais et qui a intégré son pays dans l'Union européenne. C'est tout à fait important. Ceci dit, les propositions qu'il fait aujourd'hui d'aller à l'assaut de la citadelle russe, en quelque sorte, me semblent totalement irréalistes. Il y a eu une tentative effectivement de démocratisation sous Yeltsin. Moi-même, à mes étudiants à l'INALCO, on a étudié la constitution russe, le fédéralisme russe. On a vu que ça avait un peu marché avant, que les gouverneurs avaient un certain pouvoir. Et depuis 20 ans et l'accession de Vladimir Poutine au pouvoir, il a repris les compétences des gouverneurs et certains ont démissionné parce que ça ne marche plus. Effectivement, il faut gouverner ce pays, si j'ose dire, d'une main de fer. Donc ce sera extrêmement difficile. Mais lorsque j'entends M. Walesa dire qu'il faut réduire la Russie à 50 millions d'habitants, il faut exploser en gros la Fédération de Russie, c'est impossible. Ce serait parfaitement irresponsable, premièrement, parce que ça peut être générateur de troubles considérables. Que maintenant on dénonce effectivement la dictature de Poutine, c'est une chose. Mais je crois que c'est d'abord aux Russes de faire en sorte de se mêler de leurs propres affaires intérieures et de faire évoluer le régime. Alors, pour revenir encore à une autre déclaration, une autre analyse de Lech Walesa, il dit on doit comprendre que, parce qu'il le dit, il n'est pas dupe, l'Occident développe son pouvoir par l'OTAN, par l'Union européenne, en s'élargissant, mais il le fait par la voie démocratique, alors qu'au contraire, Vladimir Poutine le fait par la violence. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec cette analyse ? Mais ça dépend de ce que l'on appelle l'élargissement. Il est très clair que lorsque un État occidental... On ne peut pas dire que Vladimir Poutine agisse par la voie démocratique. Non, mais est-ce qu'il y a élargissement? C'est ça le problème. C'est que là, pour le moment... Il y a volonté d'élargissement, je pense. Pour le moment, il est sur le territoire de l'ancienne Union soviétique. Est-ce qu'il y a élargissement ou pas? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne peux pas dire. Je ne connais pas les buts de Vladimir Poutine. Ce qui est très clair, c'est que il veut récupérer le Donbass. Qui dure depuis 137 jours. C'est pas une volonté d'élargissement? Non, c'est une volonté de récupérer une région qui jadis appartenait à la Russie. Bon, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Mais qui a gagné son indépendance je ne sais pas. En tout cas, il ne vise pas les pays qui étaient anciennement soviétiques et qui sont membres aujourd'hui de l'OTAN, justement parce qu'ils sont couverts par l'article 5, donc il ne peut pas les attaquer, mais même... ça n'aurait aucun sens de les attaquer parce qu'il n'y a pas réellement de conflit. Les seuls conflits réels sont en Ukraine et en Géorgie. Ailleurs, même la Transnistrie
c'est trop loin. Ce n'est pas quelque chose qui est à la portée. Donc, voilà, en tout cas, l'OTAN s'élargit effectivement par la démocratie, mais elle s'élargit. Et la Russie par la violence? La Russie ne s'élargit pas forcément. C'est ça ce que je dis, c'est que pour le moment, on ne sait pas... Il y a opération militaire, donc il y a violence. Mais bien entendu qu'il y a opération militaire, mais vous savez, lorsque l'OTAN bombardait Belgrade, il y avait également une opération militaire. Caroline Didier. La Russie de Vladimir Poutine entre dans une nouvelle ère de son histoire. Ce qui est grave pour les Russes qui ont soif de liberté et de démocratie. En tous les cas, l'Europe a des convictions pour ses peuples et est solidaire avec les pays qui sont à ses frontières. On doit défendre la démocratie et la liberté des peuples. Et c'est important. Et c'est autour de ça que nous sommes solidaires en Europe et en Occident. Alors, autre alternative, autre question que l'on peut se poser après plus de 4 mois de conflit. Quelle serait l'issue et si finalement ça ne serait pas l'heure de mettre en place un cessez-le-feu? Pierre Servan, journaliste expert en stratégie militaire, n'est pas de cet avis. Quand on est attaqué, on doit se battre. Voilà en substance son message, on va l'écouter. Ce sont des questions morales et des questions de droit. Et à titre personnel, quand son pays est envahi, il n'y a pas d'autre solution que de se battre. Ça a été le débat de mai-juin 40. C'est toute la tension entre Pétain et De Gaulle. Est-ce qu'il faut continuer le combat à partir de l'Empire, avec la flotte, parce que la France est envahie et commence à être occupée, c'est inacceptable? Ou est-ce qu'il faut temporiser, il faut trouver un mode de négociation, etc. Et la France continue à payer aujourd'hui, dans sa mémoire, le fait que Pétain ait détourné les Français de leur devoir. Quand votre pays est envahi, vous vous battez. Patrick Martin-Genier, est-ce que c'est judicieux, est-ce que c'est crédible de faire ce parallèle avec la France de Vichy? Il me semble qu'on n'a jamais véritablement négocié avec l'ennemi. Pendant 40, il fallait se battre, effectivement. On a eu un régime d'occupation. C'est ce qu'affirme Pierre Servan. On a eu un régime d'occupation, bien évidemment, qui a voulu pactiser avec l'Allemagne. Rappelez-vous, Pierre Laval, président du Conseil, qui disait « je veux que l'Allemagne gagne ». Bon, c'était des forces collaborationnistes. Et aujourd'hui, effectivement, quand on va dans les régions occupées par les Russes, il y a des forces collaborationnistes qui ont remplacé les Ukrainiens démocratiquement élus. Et là, ce n'est pas acceptable. Et là où je suis d'accord avec Pierre Servan, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est attaqué dans sa souveraineté, dans son intégrité, il faut riposter. Et donc, ce n'est que la guerre aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez voir des diplomates qui vont commencer à dire, qui s'inquiètent, qu'il faudrait peut-être commencer à négocier, s'asseoir autour d'une table des négociations. Poutine l'a dit, Zelensky l'a dit également, mais je crois qu'il y a un véritable malentendu parce qu'on ne sait pas sur quoi on veut négocier aujourd'hui. Nathalie Schramm, donc l'heure du cessez-le-feu n'est pas encore venue. On continue de se battre. Oui, tout à fait. Encore une fois, nous, ce qu'on demande, c'est uniquement notre pays comme il a été défini avec le mémorandum de Budapest en 1994. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas des terres en Russie, on ne demande rien du tout. La Crimée a été rattachée par vote, ils ont voté pour être rattachés à l'Ukraine. Donc je ne vois pas pourquoi ils ne retourneraient pas dans le giron de l'Ukraine. Et c'est tout ce qu'on demande, c'est tout. On veut vivre en paix. Enfin, les Ukrainiens veulent vivre en paix. On ne demande rien d'autre. On n'a jamais provoqué la guerre, on n'a jamais envahi personne. S'il vous plaît, retournez chez vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors cette guerre, elle est militaire, mais c'est aussi une guerre médiatique, une guerre économique. La Russie pilonne l'Ukraine, mais filtre aussi les informations, tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit dans les médias. Et sous le contrôle du Kremlin, la télévision russe n'hésite pas, par exemple, à comparer l'Ukraine à l'Antéchrist, à diaboliser les opposants à Vladimir Poutine. Extrait, regardez. И сегодня там противостояние, на самом деле, с антихристом. Вся жизнь поменялась. Семьи почти что нет. А там уже и родители подпоры. Он или оно, или она. Мы не хотим, чтобы были наши дети и внуки, как на Западе. Чтобы у нас такое столпотворение судного дня не произошло. И пока мы будем жить по-божески, значит по-человечески, и судный день будет все и отодвигаться. Поэтому там борьба добра против зла. Bon, si vous permettez, c'est le grand moufti de Russie. Hein?
si on dit que ce qu'il dit n'est pas bien, on va nous traiter d'islamophobie. Il faut faire attention. C'est le grand moufti de Russie qui parle comme cela. Le discours de Vladimir Poutine est aussi de diaboliser le monde occidental, les pays occidentaux. Mais ce que je trouve curieux, c'est que l'on utilise... à utiliser le mot nazi pour qualifier les dirigeants européens. On est quand même dans une diabolisation, dans une sémantique de diabolisation. Elle est réversible. Nous aussi, on emploie les mots terribles pour... Mais là, le problème, c'est que vous prenez, pour illustrer une chose qui est réelle, vous prenez l'un des éléments principaux des religions en Russie, c'est-à-dire le grand moufti. Mais cet élément, ce qu'on vient de voir, cet extrait, cette vidéo, elle est diffusée avec l'aval du Kremlin par la télévision russe. Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est vous critiquez aussi les choix. Non, mais la question, non, mais il ne s'agit pas de critiquer. Là, on peut le voir de deux manières. On peut le voir de la manière, effectivement, c'est le Kremlin. On peut voir également que le Kremlin laisse la parole aux musulmans de Russie. Bon, chacun voit. Et en tout cas, les Russes... En toute conscience. Bien sûr, mais les Russes l'interprètent comme, regardez, les musulmans de Russie sont du même avis que le Kremlin. C'est comme ça que l'interprètent les Russes. Vous avez vu ces images, elles sont extrêmement violentes, car vous voyez des jeunes qui sont en boîte de nuit, donc on s'amuse, et vous voyez les défilés gays, de la Gay Pride, et donc c'est une condamnation de l'homosexualité, c'est une condamnation du mode de vie des jeunes, que ce soit un moufti ou pas un moufti, en fait c'est effectivement manipulé par la télévision russe, et en réalité ce qu'il faut en conclure, c'est que Vladimir Poutine et Lavrov est même pire que Vladimir Poutine, ont en sainte horreur la démocratie, la tolérance, le respect des minorités. Et c'est cela qu'on veut montrer à travers cela, la décadence de l'Occident, contre laquelle cette guerre est censée lutter. Vous qui êtes, Nathalie, pardonnez-moi juste, je me tourne vers Nathalie, vous qui êtes en contact régulièrement avec votre famille qui vit en Ukraine, justement, est-ce que ce sont des messages qu'elles sont habituées à entendre, à voir ? Vous savez, ils n'écoutent pas forcément beaucoup de la télé russe parce qu'ils savent que c'est de la pure propagande. Évidemment, tout le monde en Ukraine parle russe, pratiquement tous, à part les plus jeunes qui sont allés à l'école ukrainienne quand l'Ukraine est devenue indépendante en 91. On a pu reconstruire des églises aussi d'ailleurs, mais des écoles. Et donc du coup, ils savent très bien, même s'ils parlent russe, même ils ont des amis qui parlent russe, etc. Même ces amis qui sont en Ukraine et qui parlent russe, mais ce genre pas. De message, ce genre de dialectique, de sémantique, cette diabolisation du monde occidental, tout le monde y est habitué. Oui, bien sûr, mais ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que ça existe sur les télés russes que c'est absolument pas étonnant. Alors, ceux qui s'opposent au conflit ukrainien le payent parfois très cher. Exemple avec ce député russe, Alexei Gorinov. Il a été condamné à 7 ans de prison. Son crime, avoir discrédité l'armée russe. Il avait osé qualifier l'opération militaire de guerre. Comment l'opinion publique perçoit-elle ce qui se passe justement en ce moment ? Certains citoyens russes ont osé dire, face caméra, que cette politique ne devait plus durer. Écoutez ces deux réactions. C'est un autre moment tragique en Russie. Il n'y a pas de justice. Ce n'est pas un secret, cela dure depuis des années, voire des décennies. Je pense qu'il est important pour tous ceux qui sont venus ici et qui sont partis d'être ensemble et de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment contre ce qui se passe, contre la législation répressive. Et ces personnes partagent un appel pacifiste commun et sont vraiment inquiètes de la situation. C'est rare de voir des Ukrainiens s'exprimer, prendre ce parti-là. Là, c'est des Russes. Des Russes, pardon. Oui, justement, je tire mon chapeau parce que j'espère qu'il ne leur arrivera pas de problème parce que j'ai tellement peur pour eux. C'est des gens extrêmement courageux. Ils savent ce qu'ils risquent en parlant à visage découvert à la télé. Vraiment, c'est chapeau, enfin bravo. Et ça, on veut voir cette Russie-là qui est consciente et on veut une Russie qui soit démocratique. On leur veut du bien aussi. C'est pas, on n'est pas contre les Russes pour être contre les Russes. On est contre ce régime et ces gens qui acceptent ce régime. Bravo et continuez.
Ce monsieur qu'on voit là, c'est un conseiller municipal d'opposition de Moscou, je crois, qui a eu le tort d'enregistrer ça sur les réseaux sociaux. En commission municipale, il a critiqué cette opération spéciale. Et donc, comme une loi a été votée par la Douma, à l'issue de laquelle, lorsqu'on critique, c'est 7 ans de prison, c'est surtout une façon de museler, effectivement, cette opération. Mais on voit quand même, semble-t-il, qu'il y a quand même un mouvement d'opposition qui est muselé, mais qui commence à s'étendre, me semble-t-il, en Russie. Ça va peut-être dans le sens de ce que demandait Lech Walesa, en fin de compte, c'est-à-dire que cette Russie commence à se fracturer. Alors, avec une liberté d'expression, on le disait, qui est de moins en moins possible. La population en a-t-elle conscience? Dernier exemple de cette presse étrangère qui est muselée, comme vous le disiez, Patrick. La Russie vient de bloquer l'accès au journal allemand Die Welt et la liste des journaux bannis était déjà longue. Pierre Laurin, qu'en pensez-vous de cette presse qui ne peut plus s'exprimer? Je crois que dans les situations de guerre, généralement, on essaye de limiter les voix qui viennent de l'étranger et qui ne vont pas dans le même sens. C'est ce que nous avons fait avec RT et Sputnik. On a fait exactement cela, de manière à ne pas avoir un organe de propagande qui diffuse une vision différente. Donc l'organe de propagande, ce sont les journaux publiés par les voisins occidentaux de la Russie? Écoutez, il est très clair que lorsque vous êtes un pays en guerre, tous ceux qui sont contre vous sont des ennemis, même s'ils ne vous ont pas déclaré officiellement la guerre et même si c'est vous qui avez déclaré la guerre aux autres. Pour autant empêcher leur tirage? Est-ce qu'il faut les bloquer? Le problème du tirage ne se pose pas parce que c'est par Internet que ça marche, c'est par les réseaux sociaux et les réseaux sociaux continuent de fonctionner en Russie. Je suis en contact permanent avec des gens en Russie de tous les bords. Et effectivement, ce n'est pas, lorsque l'on voit des gens qui manifestent à visage découvert, c'est très courant, ce n'est pas des exceptions, c'est vraiment, il y a une frange de la jeunesse qui est hostile au pouvoir actuel et qui le manifeste. C'est très courant, dites-vous, de manifester son opposition à ce conflit, mais lorsqu'on le qualifie de guerre, on risque 7 ans de prison. C'est parce qu'il y a une loi, effectivement, qui a été votée comme cela. Et il faut le qualifier de guerre d'une manière dans les conversations. C'est normal d'être condamné à 7 ans de prison lorsqu'on dit juste il y a une guerre. Mais ne me désignez pas comme si c'était moi qui avais établi les choses. Je vous pose la question. Bon, ce n'est pas normal. C'est un pays en guerre. Ce n'est pas normal. Nous ne le ferions pas, encore qu'à l'époque de l'Algérie, les porteurs de valises et ceux qui soutenaient le FLN, ils n'étaient pas très très bien traités non plus. Caroline Didier, vous diriez justement qu'il y a une évolution, au sein de l'opinion publique russe? Alors, moi, je voudrais dire qu'il y a une évolution prémisse de révolte au niveau du pouvoir politique. On disait qu'une nouvelle étape était franchie, avec aussi la loi de la Douma récemment contre les ONG aussi, en plus de la presse. Effectivement, c'est une guerre. Il y a quand même une certaine logique. On ne peut pas être contre tout ce que vous dites là-dessus. Il y a une certaine logique. Mais en tous les cas, il y a un exemple type de cette évolution, c'est que les opposants à la guerre ont quand même maintenant un Z sur leur porte avec des menaces en Russie. Donc plus ça va, plus il y a une accentuation du phénomène contre la démocratie, contre les libertés individuelles. Et il y a un vrai risque pour les populations qui sont de plus en plus muselées et qui ne peuvent plus s'exprimer. Comme on vient de le voir. Oui. Nathalie Schrin, dernier mot. Oui, je pensais aussi aux mères des soldats. On pensait que les mères des soldats pourraient manifester pour récupérer les corps de leurs enfants, ce qui est tout à fait normal. Et c'est vrai qu'on n'entend pas parler beaucoup de ces femmes. Et je pense que ça, c'est effectivement parce qu'elles sont muselées. Et ça, c'est terrible, terrible. Comment ces mères peuvent vivre sans donner une sépulture à leurs enfants? Ça, c'est... Alors, les femmes ukrainiennes, justement, on va en parler dans quelques instants. Leur rôle est en train de changer. Elles sont de plus en plus nombreuses à se dire prêtes à monter au front. C'est ce que nous verrons. C'est déjà le cas à Odessa, à Kiev aussi. On se prépare, on apprend à tirer. On y revient dans quelques instants dans le Club Info sur LCI. Restez avec nous.
Voilà les femmes qui pourraient devenir une seconde armée dans ce conflit. Cette mobilisation féminine, Nathalie Schrein, vous surprend ? Non, parce que ma cousine est aussi dans l'armée depuis 8 ans. On a aidé pas mal de volontaires sur le front tout au début de la guerre. Et il y a beaucoup de femmes. Dont les maris sont déjà engagés ? Non, pas forcément des jeunes femmes. Il y a même aussi des jeunes femmes qui sont venues ici en vacances chez nous avec des enfants qui avaient perdu leurs parents. D'ailleurs, on va en accueillir 10 la semaine prochaine en vacances, comme on le fait depuis plusieurs années. Donc non, pas du tout. Il faut voir que en fait, les femmes ukrainiennes, elles veulent défendre leur patrie et leur terre. Donc si tout un peuple refuse l'invasion russe, vous imaginez qu'on n'en voit vraiment pas. Pourquoi ils sont venus soi-disant nous libérer alors que toute la population est prête à se défendre. Mais même les enfants comprennent que malheureusement ils perdent leur père et leur mère, mais ils se sentent ukrainiens. Voilà, laissez-nous en paix dans notre pays. C'est tout ce qu'on vous demande. Pierre Laurin, vous diriez que cette résistance ukrainienne, elle se manifeste aussi par cette mobilisation, ce nouvel engagement des femmes ? Mais ça, on l'a vu depuis le début. Mais là, c'est nouveau. Elles sont de plus en plus nombreuses et elles le disent aussi, à s'engager et à prendre les armes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'armée ukrainienne, qui est composée d'hommes, est d'une certaine manière décimée, puisqu'à peu près 10% des combattants ne peuvent plus combattre, il faut bien remplacer. Donc on peut faire appel à des hommes plus âgés, qui sont généralement déjà impliqués, mais également éventuellement des femmes. Et dès le début du conflit, il y avait des femmes qui acceptaient de prendre les armes lorsque les autorités ukrainiennes faisaient appel aux civils pour défendre en particulier Kiev. Caroline ? Il y a une vraie égalité entre les femmes et les hommes en Ukraine, comme en Russie. Et aujourd'hui, il y a 17% des femmes qui sont dans l'armée ukrainienne, qui sont des femmes. Il y a des zones, évidemment les zones de guerre actuelles où il y en a un peu moins. Kharkiv, c'est 5% par exemple. Mais à côté de ça, celles qui ne sont pas dans l'armée sont investies pour aider au niveau des populations qui sont déplacées, au niveau des militaires, de différentes manières, avec des tâches qui sont différentes chaque jour. Donc effectivement, tout le monde se sent concerné. Pour certaines, elles ont leurs maris qui sont sur le front, ou des familles aussi qui sont touchées. Voilà. Alors nous sommes en ligne avec Kira Rudik. Bonjour, merci d'être en direct dans le Club Info sur LCI. Vous êtes députée ukrainienne à Kiev. On parlait de cet engagement féminin en Ukraine, cette accélération de la mobilisation des femmes. Est-ce que vous avez pu la constater sur place ? Avez-vous rencontré ces femmes qui sont prêtes à combattre ? Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. En effet, les femmes ukrainiennes sont privilégiées. Puisque nous avons ce choix, nous avons le choix de rejoindre notre armée, nous avons le choix de défendre notre patrie, ou bien nous pouvons contribuer autrement. Par exemple, s'occuper des réfugiés, maintenir les ménages qui restent, ou bien travailler. Ainsi, il est très important de constater que 20% ou même plus de femmes ont rejoint les forces armées de façon consciente. C'est un grand soutien moral, organisationnel. C'est une possibilité aussi de prouver que nous, les femmes, sommes sur le pied d'égalité avec les hommes. Donc nous sommes un pays démocratique. Moi, personnellement,
appris à manier les armes. Je sais comment me comporter maintenant par rapport au tout début de la guerre. Si besoin est, je n'hésiterai pas à prendre l'arme à la main. Nous devons savoir que nos soldats nous protègent. Ils nous protègent bien, mais nous devons nous préparer à toute situation, parce que nous ne pouvons pas anticiper la conduite de la Russie. J'ai entendu sur votre plateau comme quoi nous nous battons pour la paix. Et puis, j'aimerais bien juste dire que nous nous battons pour la liberté, pour la démocratie, pour retrouver la souveraineté de notre pays. Et nous perdons nos hommes, nos femmes pour cette cause, mais nous sommes prêts à nous mobiliser jusqu'au bout. Non pour récupérer cette paix, non, mais pour récupérer ce que la Russie nous avait pris à tort, et pour que nos efforts ne soient pas perdus en vain. Ainsi, la victoire est précieuse pour nous, et c'est ça que je voulais faire passer comme message. Alors, Kira Rudik, merci beaucoup. J'ai une autre question, parce que, voilà, vous nous dites que vous-même, vous êtes prête à aller au combat, à prendre les armes, mais on l'a vu dans le reportage de Benoît Cristal, parfois ces femmes sont très peu formées. Il y a une femme ukrainienne à Odessa qui dit « Moi finalement, j'ai appris à tirer en une journée, c'est mon mari qui m'a appris en une journée ». Est-ce que cette formation, la question de la formation ne pose pas problème chez ces femmes-là ? Eh bien, je ne pense pas que ce soit un problème en soi, parce que nous avons mis au point de nombreuses formations. Il y a de grandes possibilités maintenant d'apprendre à manier les armes. Dès le début de la guerre, un grand nombre d'Ukrainiens a appris à manier les armes. Par exemple, à Kiev, où je me trouve actuellement, on a ouvert des centres d'entraînement, de formation destinés à des agents municipaux pour qu'ils sachent comment se défendre et défendre leur famille si besoin est. Malgré le fait que le front est bien loin de Kiev, nous comprenons que la situation peut basculer à tout instant. Peut-être qu'il faudrait, à un moment donné, prendre les armes à la main. Nous ne pouvons pas anticiper tout, mais nous devons effectivement nous préparer à toutes éventualités. Qu'est-ce que vous avez peut-être envie de dire à ces femmes ukrainiennes? Peut-être un message de prévention, un message d'encouragement à leur rencontre. Les femmes ukrainiennes, eh bien, elles sont fantastiques. Elles portent sur leurs épaules non seulement les avantages et le front et les avantages et les acquis, mais elles défendent l'arrière, elles défendent leur ménage et leur famille. Eh bien, je peux vous dire, les femmes ukrainiennes, que nous sommes ce groupe, cette structure. Je suis absolument admirative de leur contribution au front, à l'arrière, mais également à l'étranger, lorsque ces femmes ont eu le courage de sauver leurs enfants. Maintenant, ces femmes sont à l'œuvre, elles travaillent dans le privé, elles travaillent dans le public, elles sont mobilisées. Elles sont le pilier économique aujourd'hui. Je leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de résilience et je veux leur dire que grâce à leur contribution, nous allons gagner.
Merci beaucoup. Merci Kira Rudik, députée ukrainienne à Kiev. Merci pour ce témoignage. Merci d'avoir été en direct sur LCI. Pour revenir sur ce qu'elle disait il y a un instant, on se bat pas seulement pour la paix, mais aussi pour la liberté et surtout pour la démocratie. C'est ça aussi ce combat des femmes. Nathalie Schrin. Oui, c'est sûr que l'Ukraine a toujours aspiré à être libre, comme disait Voltaire. Et ça ne suffit pas. Non, mais elles sont, vous savez, à l'époque cosaque, les femmes, elles étaient seules. Les hommes étaient partis à la guerre et elles étaient seules à gérer toute la maison, les champs, etc. Et elles avaient appris à se battre. Donc elles sont capables de tout faire comme un homme. Les Ukrainiennes sont extrêmement fortes, très organisées et elles iront jusqu'au bout pour défendre leur famille, leur terre. Vous auriez envie, Pierre Laurin, de saluer le courage de ces femmes qui sont prêtes à s'engager, à se battre, à prendre les armes ? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Simplement, il faut préciser également que dans l'ensemble de l'Union soviétique jusqu'en 1991, il y avait dans les écoles, dans toutes les écoles, jusqu'à la classe, l'équivalent de la terminale, une formation qu'on appelait GTO, prêt pour le travail et la défense. Et donc, on apprenait à se servir des armes, on apprenait à lancer la grenade, on apprenait à démonter les calaches. Il y avait une véritable formation. Donc, il n'est pas étonnant que, disons, les personnes qui aujourd'hui ont entre 40, 50 ans, voire un peu plus, soient formées pour éventuellement contribuer à l'effort de guerre. Patrick Martin-Geniez. Oui, je crois qu'il faut vraiment rendre hommage à ces femmes. Alors vous disiez 17%, les confrères du Monde disaient c'est 23% de femmes qui iraient dans l'armée ukrainienne. Et donc avant même ce conflit, donc ça veut dire qu'elles ont un rôle fondamental. Et on voit bien finalement que chaque femme, chaque homme, c'est un outil considérable de résistance. Et on ne voit pas bien comment les Russes pourraient gagner lorsqu'ils auront 40 millions de citoyens contre eux. Parce que bombarder, terroriser, c'est une chose. Occuper une ville, c'est bien. Mais il va falloir l'administrer. Et on voit aujourd'hui qu'il va y avoir une résistance au long cours. C'est un peu un scénario à l'Afghanistan, si vous me permettez, c'est-à-dire que jamais les Russes, me semble-t-il, n'arriveront à imposer leur ordre aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes. Alors on va continuer de parler justement de cette stratégie de combat. La pause militaire des troupes russes va-t-elle permettre aux Ukrainiens de reprendre des forces, de regagner du terrain ? Depuis plusieurs jours, des aides matérielles arrivent en provenance de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui entraîne aussi dans le plus grand secret des militaires ukrainiens. C'est ce qu'on va voir avec Margot Mandescler. Voilà pour ces hommes, ces Ukrainiens qui s'entraînent dans un lieu tenu secret donc en Grande-Bretagne. Le rôle de la Grande-Bretagne, il a été déterminant depuis le début de ce conflit en Ukraine. Oui, alors avec un petit bémol quand même. C'est vrai que Boris Johnson a été très très présent sur le plan du verbe, de l'expression. Globalement, lorsqu'on voit, alors il a été très proche. Il est allé à deux reprises rencontrer Volodymyr Zelensky à Kiev, etc. Il doit même être désigné citoyen d'honneur d'Odessa. J'aimerais bien qu'Ursula von der Leyen, qui est une femme présidente de la Commission, sera un jour, j'espère, désignée également citoyenne d'honneur d'Ukraine parce qu'elle a fait beaucoup. Et donc, effectivement, oui, le Royaume-Uni a fait beaucoup sur le plan de la position politique, c'est vrai, il faut le reconnaître. Et là, il y a quelque chose de très très important quand on voit que c'est 10 000 soldats et soldates ukrainiennes et ukrainiens qui vont se rendre là-bas pour une formation. La formation, elle est essentielle. Et on a vu que sur ce point, le Royaume-Uni était à la pointe, effectivement. Vous vous rendez compte, former 10 000 soldats dans les mois qui viennent, c'est extrêmement déterminant parce qu'on sait que la victoire de l'Ukraine dépendra du plus ou moins grand soutien de l'Occident. Mais 10 000 hommes, est-ce que ça va suffire justement pour pallier le manque d'effectifs ? Aux autres aussi, j'imagine, ils vont entrer au pays, ils vont apprendre, ça va faire avec une mécanique de roulement. Oui, bien sûr, ils risquent peut-être d'avoir des roulements. Et les Ukrainiens apprennent vite, c'est vrai, on a une capacité à s'adapter parce que c'était comme ça, on était... moi, mes grands-parents, ils sont partis, ils ont appris l'allemand, après ils ont appris l'italien, ils se sont habitués à la France et c'est pas un problème. Donc, je suis persuadée, et merci aux Anglais de nous aider, et je suis sûre qu'avec ça, on va déjà pouvoir résister. Caroline Didier. C'est une nouvelle étape parce qu'on communique quand même sur le fait qu'on va les former. Il y a aussi maintenant une communication au niveau des images. C'est une guerre qui va devenir technologique pour l'Occident puisque en fait, j'imagine qu'ils les ont sélectionnés et que ce sont des profils bien spécifiques au niveau des personnes qui partent pour qu'ils puissent maîtriser les technologies. Donc avec des ciblages précis, on peut imaginer avec
le matériel de l'Occident. Il faut aussi, excusez-moi, préciser qu'il y a quand même des soldats ukrainiens qui sont formés en Pologne, d'autres en Allemagne, et que donc l'Europe fait également son possible pour soutenir les Ukrainiens. Bien sûr. Alors on va revenir justement, c'est parce que c'était aussi le message de Gérard Larcher. Le président LR du Sénat a effectué un déplacement d'environ 48 heures à Kiev. Il a rencontré notamment Volodymyr Zelensky, et pour lui, il faut donner à l'Ukraine tous les moyens pour lutter justement à armes égales face à l'armée russe. On va l'écouter. Ce matin, j'ai entendu pour la première fois, sur les propos du président de la Rada, applaudir un canon dans une assemblée parlementaire. Quand il a parlé des canons César, le Parlement a applaudi. Ce qui veut dire qu'au fond, les moyens que nous devons donner, la France, l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, c'est tout simplement les moyens de se battre à armes égales. À armes égales, parce que c'est de leur terre dont il s'agit, c'est de leur souveraineté dont il s'agit, c'est des valeurs pour lesquelles ils se battent, qui s'appellent la liberté et la démocratie. Naturellement, je porterai au président de la République ce que m'a dit le président Zelensky. Il a abordé cette question de ces nécessités d'être à armes égales. La nécessité de lutter à armes égales. Une réaction peut-être, Pierre Laurin, à ce qu'a dit hier soir sur LCI Gérard Larcher. Non mais effectivement, le seul moyen dont disposent les Ukrainiens pour renverser la situation, c'est d'avoir suffisamment d'armement. Est-ce qu'ils vont avoir suffisamment d'armement? C'est là la question. Vous savez, on compare avec la Seconde Guerre mondiale, mais lorsque le général de Gaulle disait des forces immenses n'ont pas encore donné, un jour ces forces écraseront l'ennemi. Cette guerre est une guerre mondiale. Eh bien, nous ne sommes pas dans une guerre mondiale. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que, à partir du moment où des forces immenses interviendraient, ça deviendrait une guerre mondiale et aucun des pays occidentaux actuels n'envisage cette possibilité. Donc c'est là la limite des armements qui vont arriver et au compte-gouttes. Que peut donner la France en plus de ce qu'elle a déjà donné comme canon César? Pas grand-chose, parce qu'elle est à court, elle est vraiment, comme on dit, à l'os. Et les autres pays européens sont à peu près dans la même situation. Il n'y a que les Américains qui peuvent donner encore beaucoup. Mais il faut tout de même faire venir, fabriquer, ça prend du temps. Donc je crois que pour le moment, on est dans une situation qui est relativement critique. Vous restez tous les quatre en plateau sur LCI. On va marquer une courte pause et puis on va parler de l'Alaska. C'est la nouvelle cible dans le viseur de Vladimir Poutine, un territoire que le chef du Kremlin envisage de reprendre aux Américains. On verra pourquoi. Restez avec nous. Il est pratiquement 16h30. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le Club Info sur LCI. 4 mois et demi de conflit. La Russie qui maintient très serré son étau militaire. Regardez ces toutes dernières images qui viennent de nous parvenir. Au moins 15 morts ce matin après une frappe qui a éventré un immeuble d'habitation à Chassillar dans l'est du pays. 24 personnes se trouveraient encore sous les décombres, dont un enfant. Voilà pour cette illustration du pilonnage qui se poursuit dans l'est de l'Ukraine. Vladimir Poutine qui bombe le torse avec un ton de plus en plus menaçant. Et puis aussi, il y a dans son viseur une nouvelle cible, l'Alaska. Le chef du Kremlin envisage de reprendre ce territoire américain. Jade Partouche, la menace est venue du président du Parlement russe. Oui, effectivement, tout est parti de cette déclaration du président de la Douma, donc le Parlement russe, effectivement, que l'Amérique se souvienne toujours. Il y a une partie de leur territoire qui est russe, l'Alaska. Ils doivent être conscients que nous avons aussi quelque chose à réclamer. Phrase donc extrêmement forte qui a mis le feu aux poudres, hein, vous l'imaginez bien. Pour rappel, l'Alaska, c'est ça, c'est ce territoire américain grand comme à peu près trois fois la France que les Russes veulent donc récupérer pour plusieurs raisons. D'abord historique, il faut dire que l'Alaska a été quand même pendant plus de 80 ans russe, hein, jusqu'en 1867, date à laquelle les États-Unis ont racheté l'Alaska pour 7 millions de dollars. Géographiquement aussi, l'Alaska est très proche de la Russie. Le détroit de Bering qui fait le lien entre les deux est long de 100 km seulement. C'est même encore plus proche, hein, quand on regarde du côté des îles Diomède. Là, il y a 3,8 km seulement qui séparent ces deux îles. On s'en rend bien compte, hein, sur cette image satellite.
À gauche, c'est la Russie. À droite, c'est les États-Unis. Vous le voyez, la proximité entre ces deux îles. Et puis, stratégiquement, il faut le préciser, la Russie se sert de l'Arctique comme une base arrière. Elle y exerce, elle lance pas mal d'exercices militaires, elle teste également son matériel. Puis côté américain, l'Alaska, c'est l'État le plus militarisé des États-Unis. Donc effectivement, ce n'est pas un territoire anodin. Et vous l'imaginez, ça n'a pas laissé de marbre les États-Unis. Le gouverneur d'Alaska a lui répondu aux Russes avec cette pointe d'ironie. Aux politiciens russes qui croient pouvoir reprendre l'Alaska, eh bien, bonne chance. Donc on voit effectivement que ce n'est pas un territoire anodin, d'où cette phrase, cette provocation du côté de la Russie. Merci beaucoup Jade pour cet éclairage. Jade nous le disait, l'Alaska, territoire russe jusqu'en 1867. Cette année-là, elle est rachetée par les États-Unis pour quelques 7 millions de dollars. Faut-il ou non prendre cette menace au sérieux, Nathalie Schrein? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste une boutade. Enfin, moi, je la prends comme ça parce que c'est impossible. C'est pure illusion de s'attaquer aux États-Unis. Certains disaient la même chose concernant l'Ukraine. Oui, mais s'attaquer aux États-Unis, là, c'est le début de la fin. C'est la Troisième Guerre mondiale. Là, c'est pas possible. Pierre-Laurent, vous n'y croyez pas non plus? Non, c'est du bluff. Effectivement, c'est pas du bluff, c'est une boutade. C'est dire aux Américains attention, nous avons également des revendications chez vous. Mais c'est parole en l'air, c'est impossible, techniquement impossible. Oui. C'est une boutade, mais un peu plus qu'une boutade, ce sont des menaces, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'on sent bien que les sanctions imposées à Moscou commencent à avoir un certain effet dans l'économie russe. Et donc, on sent une sorte d'excitation, une sorte de fébrilité, d'énervement. Et on voit effectivement qu'en contrepartie, on essaie de menacer. M. Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité, l'ancien président russe, a parlé de l'arme nucléaire. On voit bien qu'un autre... Vous savez, quand on veut faire passer un message au Kremlin, on part d'abord de la base, si j'ose dire, c'est-à-dire de la Douma, le Parlement. Vladimir Poutine laisse les parlementaires exprimer un certain nombre de menaces pour faire peur à l'Occident. Alors ça a été ça, c'était la menace de l'arme nucléaire, et puis ça aussi la menace, vous savez, de reprendre le corridor de Suwalki qui mène à Kaliningrad. Si jamais, mais la thématique c'est toujours la même, il y a des sanctions, faites attention, si vous nous prenez toutes nos richesses, tous nos avoirs à l'étranger, ça commence à avoir un effet sur l'économie, et donc c'est aussi une mesure de menace, et donc si on met joue sur la proximité géographique. Il joue sur la proximité géographique, l'Alaska, le corridor de Suwalki, d'autres choses. Et donc à chaque fois, on demande à des députés de lancer comme ça des petites bouées, des petits messages pour faire peur à l'Occident. Mais manifestement, c'est insignifiant parce que c'est impossible, tout simplement. Impossible. Totalement. Nathalie Schrein, Caroline Didier, vous êtes d'accord? Irréalisable? En tous les cas, la guerre se rallonge. Il faut qu'ils continuent à trouver des armements. La logistique est un vrai problème pour eux tant qu'ils veulent avancer. Et donc, effectivement, ils veulent avoir les mains libres, comme on l'a vu avec la communication sur Mariupol. Ils veulent avoir les mains libres pour faire ce qu'ils veulent. Donc, ils menacent. Si c'est pas l'Alaska, ça sera encore quelque chose d'autre après-demain. C'est la dialectique du fort contre le faible et dominé donc dans le discours. On ne peut pas dire que les États-Unis soient le faible. Là, on est dans le n'importe quoi. Honnêtement, Volodine aurait mieux fait de se taire plutôt que de lancer des choses comme ça, qui sont irréalisables réellement. Vous ne pouvez pas, un pays qui a 10 000 ogives nucléaires ne peut pas menacer un pays qui a 10 000 ogives nucléaires. Ça semble complètement irréaliste. C'est ce que dit d'ailleurs le gouverneur de l'Alaska. Bonne chance, nous avons des centaines de milliers de citoyens armés qui verront les choses bien différemment. Voilà, donc on est aussi dans une guerre des mots. On va parler d'une autre guerre, une autre guerre que mène Vladimir Poutine, celle de l'énergie. L'approvisionnement en gaz pourrait manquer dans les prochaines semaines dans de nombreux pays européens. C'est ce qu'a rappelé le chef du Kremlin. Les Européens tentent de remplacer les ressources énergétiques russes, mais le résultat de telles actions est tout à fait prévisible. Avec la hausse du prix comptant du gaz et l'augmentation des prix pour les consommateurs et les ménages. Cela démontre que les sanctions contre la Russie nuisent davantage aux pays qui appliquent ces sanctions. Une utilisation plus poussée de la politique de sanctions pourrait conduire à des conséquences encore pires, voire catastrophiques, sans exagération, sur le marché mondial de l'énergie.
Pierre Laurin, Vladimir Poutine s'adresse, entre autres, aux consommateurs occidentaux. Leur pouvoir d'achat, dit-il, va encore diminuer. Est-ce qu'il mise, est-ce qu'il espère une lassitude de l'opinion des pays européens et occidentaux en général? Oui, ça semble assez évident. Il est très clair qu'à partir du moment où les Occidentaux mettent des sanctions, des embargos, en particulier par exemple sur le pétrole, bon déjà sur le charbon, sur éventuellement le gaz, puisqu'on parle de cela, il est très clair que pour le Kremlin, c'est un gain de propagande qui est très net. Et puis bon, il y a la réalité des choses. Le gaz et le pétrole qu'ils ne vendent plus à l'Occident, ils le vendent à la Chine et à l'Inde. Le pétrole est raffiné en Inde et ils nous le revendent 4 fois plus cher. Le message de Vladimir Poutine, c'est sans Gazprom, vous n'êtes rien ou pas grand-chose. En tous les cas, voilà, ça sera très compliqué de s'approvisionner en énergie. Est-ce que là aussi encore, on est dans le bluff ou c'est aussi une réalité qu'il faut que les Occidentaux prennent en compte? Oui, effectivement, on va être réquisitionné, entre guillemets, on aura moins de volume, etc. Ça, c'est sûr. Mais moi, ce que je vois derrière, c'est que c'est peut-être une chance pour nous de pouvoir changer enfin de système de gaz, de pétrole, etc. Parce que moi, j'ai travaillé dans le pétrole-gaz. J'ai travaillé pour... pas directement, mais je sais qu'il y a des énormes usines d'extraction de gaz en Russie, sur le plateau de Yamal, etc. Mais il faut voir les catastrophes écologiques que ça implique, et c'est aussi notre faute. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on va laisser à notre comme planète à nos enfants? Il faut absolument qu'on arrive à changer. Donc peut-être que c'est finalement, on va souffrir maintenant et qu'on a tous les moyens, on a tous les ingénieurs, on a toutes les techniques. Quand on voit au musée des arts et métiers, la machine de Cugnot, etc., on a toutes les idées. Faut pas avoir peur, on va y arriver. Oui, mais la question c'est quand? Est-ce qu'il ne faut pas passer on va souffrir. Patrick Martin-Geniez, oui, on est nettement moins dans le bluff avec le gaz et le pétrole que sur le reste. Parce qu'ils sont en position de force. Et on sait très bien, rappelez-vous, au début de la guerre, en disant on va couper le gaz, le pétrole à moyen terme. Il y a eu des discussions dans l'Union européenne. Et donc, on va leur priver de recettes fiscales et économiques. C'est exactement le contraire de ce qui se passe, parce qu'ils avaient prévu ce boycott. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres qui sont donnés par le site financier Bloomberg, ce sera 267 milliards d'euros cette année que les Russes vont retirer du gaz et du pétrole, contre 221 en 2021. En d'autres termes, ils sont en train d'augmenter leurs recettes de 20%, non pas nécessairement grâce à l'Europe, mais grâce à ailleurs. Et on sait très bien aujourd'hui que l'Allemagne ne renoncera jamais finalement au gaz russe totalement. Et donc c'est un moyen de chantage très important. Pourquoi? Parce que cela menace de faire écrouler l'économie allemande et d'entraîner, ce qu'a dit le ministre allemand des Finances, le pouvoir d'achat des ménages en Allemagne. Oui, et c'est cela, et l'affaire allemande, qui explique que Mme Ursula von der Leyen ne sera jamais citoyenne d'Odessa. Ah. Alors, le Kremlin... C'est allemande, hein. Le Kremlin en position de force sur le plan du gaz, c'est ce que vous disiez, Patrick Martin-Geniez. Et le gouvernement français, l'exécutif en a bien conscience. Après Elisabeth Borne hier, eh bien c'est au tour de Bruno Le Maire de faire passer ce message peu rassurant. Il faut se préparer, a dit ce matin le ministre de l'économie à Aix-en-Provence, à une coupure du gaz russe. Déclaration lors des rencontres économiques. Bruno Le Maire prévient, il va falloir faire des choix courageux, c'est-à-dire, selon vous, Patrick, les choix courageux, ça veut dire quoi? Ça veut dire engager dès maintenant, le plus vite possible, une sobriété énergétique? Absolument, c'est le plus grand défi de la France. Madame Borne a dit on va faire en un an ce qu'on aurait dû faire en 10 ans. Et c'est le plus grand défi de l'Union européenne aujourd'hui, c'est sa capacité à être indépendante sur le plan énergétique. C'est une chance, je dirais, pour l'Europe. Mais lorsque Monsieur le Maire... combien de temps? Oui, il faut le faire de façon rapide d'ici 2 ans, c'est-à-dire trouver d'autres sources d'énergie. Je suis persuadé que l'Europe en a la capacité, à condition qu'il y ait une vraie volonté politique derrière. Et ça veut dire que d'ici 2 ans, c'est aussi les Français et leur pouvoir d'achat qui vont c'est ce qu'on demande effectivement aux Français et aux Allemands. Il n'y a pas qu'en France, on commence à dire aux consommateurs, aux industries, soyez plus économes, ne faites plus, par exemple, la climatisation, dépensez moins de gaz en plein hiver. Et c'est là où il y a une grande difficulté. Il va y avoir une transition
transition extrêmement douloureuse, il faut le dire, pour les ménages. Et on nous prépare psychologiquement à cette transition qui va être difficile. Pourquoi ? Parce que cela peut contribuer à l'augmentation des prix, notamment au niveau des ménages modestes. Et c'est ça aujourd'hui la difficulté. Et d'ailleurs, certains s'inquiètent. Aux États-Unis, j'ai vu un sénateur américain, Chris Coons, sénateur du Delaware, s'inquiétait de ce que l'opinion publique, le soutien des opinions publiques européennes à la guerre en Ukraine commençait à s'éroder parce qu'ils ont peur des conséquences sur leur portefeuille, tout simplement. Et oui, c'est ça aussi. C'est là-dessus que mise. C'est ça que. Tout à fait. C'est là-dessus que mise Vladimir Poutine, que l'opinion, que le soutien à l'Ukraine s'émousse. C'est bien exactement ça, parce qu'on l'a vu ces derniers temps. Parce qu'ils seront touchés directement au portefeuille. Touchés directement au portefeuille pour les consommations énergétiques, notamment pour les ménages modestes, mais également pour les conducteurs. Regardez les chauffeurs de taxi dont les charges en termes de carburant. Et pas seulement, juste ceux qui viennent travailler en voiture. Voilà. Et donc tout le monde également est partout. Donc ça va toucher tous les consommateurs, ça va toucher les industriels. Et donc je pense qu'aujourd'hui, eh bien effectivement, l'opinion publique n'est pas encore prête à soutenir les conséquences de cela, même si effectivement il s'agit de lutter pour la démocratie, pour les valeurs en Europe. Caroline Didier, vous diriez aussi qu'il risque d'y avoir un virage dans l'opinion publique de manière générale, l'opinion publique occidentale qui soutient massivement l'Ukraine depuis le début de ce conflit ? L'opinion publique veut défendre aussi les valeurs de l'Europe et les valeurs de leur pays. On a une crise énergétique, mais quand on va avoir une crise alimentaire qui va s'aggraver. On a vu que les Russes brûlaient des récoltes, qui pillaient les réserves de l'Ukraine, sachant qu'ils ont un peu plus de 24% des terres agricoles maintenant sous leurs mains. Donc on parle de cette crise énergétique. Il y a la crise alimentaire qui va s'accentuer à partir de septembre, et ça sera aussi très 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 important au niveau des conséquences pour les peuples. En Europe et à l'étranger, et il sait que c'est un levier pour lui en créant encore plus de misère. Il est à craindre ce soutien qui pourrait donc s'éroder, s'émousser ? Oui, bien sûr, et c'est à charge à nous tous de dire oui, ça va être très très dur. Surtout on risque d'avoir froid, etc. Mais encore une fois, peut-être que, comme disait monsieur Martin Guenier, ce serait peut-être une chance d'enfin arrêter d'utiliser le gaz et le pétrole qui est en train de tuer notre planète. Ça, on l'oublie pas, mais il faut voir ce que c'est, franchement, sur le plateau de Yamal, et aussi tous ces tuyaux qui détournent le Gulf Stream, etc. Il faut penser aussi à demain. À demain, on risque aussi d'avoir des problèmes avec l'alimentation, etc. à cause du climat. Donc, c'est l'occasion d'accélérer la transition énergétique. Exactement. On va souffrir, c'est vrai. Je sais, on va souffrir. Moi, la première, on va arrêter tout. On va avoir froid cet hiver, c'est sûr. Il faut continuer à trouver des solutions. On a les ingénieurs, on a les entreprises. Moi, j'ai foi en la science et en la capacité des Français de trouver des solutions. Êtes-vous aussi optimiste ? Non, je ne suis pas aussi optimiste, parce que lorsque l'on parle de 2 ans pour changer, c'est au moins le double, si ce n'est 5 ans ou même plus, dans la mesure où actuellement, si l'on veut importer du gaz naturel liquéfié des États-Unis, il faut des usines, construire des usines, et il faut 2 ans pour construire une seule usine de regasification du gaz liquide. Par ailleurs, notre économie n'est pas réellement préparée, et nos ingénieurs non plus. Parce que nos ingénieurs aujourd'hui sont, en particulier dans le secteur de l'énergie et dans le secteur de l'énergie nucléaire, qui est la solution, ils ne sont pas à la hauteur de ce que c'était au moment où on a construit nos réacteurs dans les années 60, 70 et même 80. Même 80, oui. Et puis, il y a un autre point, c'est que nous avons suffisamment de ressources agricoles pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'on puisse alimenter une grande partie de la planète. Le problème, c'est que nous fabriquons, au lieu de nourrir les hommes, nous nourrissons les automobiles en fabriquant des biocarburants. Et ça, c'est vraiment un crime. Nous manquons d'ingénieurs et d'experts pour mettre en place cette transition énergétique. Je vous voyais tiquer, Caroline Didier. En Occident, on a de très bonnes écoles d'ingénieurs. On a en France
ça fait partie des meilleures écoles dans le monde. Et d'ailleurs, récemment, les plus grandes écoles d'ingénieurs françaises ont eu des étudiants qui se sont engagés dans cette voie-là, en faisant aussi des concessions par rapport à leur carrière pour pouvoir aider à l'émancipation des nouvelles ressources. Donc je pense que la société est prête à faire des efforts. La guerre est à la porte de l'Europe. On est menacé. Quand vous parlez de menaces, on est menacé et les générations d'avant en Europe ont fait des efforts et nous, on est capable d'en faire aussi. Oui, il y a une chose, c'est que l'EPA, donc le réacteur nucléaire de nouvelle génération, qui devait être opérationnel il y a maintenant, je crois, 7 ans, beaucoup de retard, oui. Il est toujours en construction et ce sont nos ingénieurs. Mais ça, ce sont des convictions, nous, qu'on défend en Europe. Oui, des convictions. Excusez-moi, mais effectivement, je crois qu'on a vu avec le Covid que toutes notre pharmacie, nos médicaments étaient faits en Chine. On a vu avec cette guerre en Ukraine qu'au point de vue énergétique, nous étions très dépendants. Et je crois qu'il y a un mot qui a été utilisé par le président de la République qui est très important, c'est cette notion de souveraineté. Eh bien, aujourd'hui, on doit reconquérir cette souveraineté industrielle, énergétique. Et pour moi, c'est le principal défi de l'Union européenne. Alors, c'est un vrai défi. Une chose est certaine pour Jean-Pierre Favnec. C'est un spécialiste en énergie. Pour le moment, eh bien, nous n'avons pas les moyens de remplacer le gaz russe. Écoutez son analyse. Pour le moment, on essaie, les opérateurs européens essaient de remplir les stockages de gaz. Le problème, c'est que la Russie nous fournissait 200 milliards de mètres cubes. Maintenant, c'est peut-être 50 ou 100 milliards ou 150, peu importe. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a aucune possibilité actuellement dans les prochaines semaines de trouver tout le gaz, de remplacer tout le gaz russe par d'autres sources, qu'ils soient d'ailleurs qataris ou américaines. C'est là le véritable problème. Ça peut se faire dans le long terme, avec en plus des efforts évidemment de réduction de consommation. Mais dans l'immédiat, la situation effectivement est assez tendue et pourrait conduire à l'hiver donc à avoir des mesures de réduction de consommation. Pas d'alternative à court terme. Malheureusement, c'est un constat qui est partagé par le gouvernement, mais aussi par les experts. C'est le vrai levier de Vladimir Poutine aujourd'hui. Bien sûr, oui, je crois que c'est très important. C'est un moyen de chantage à court terme, même à moyen terme. Il est évident, vous l'avez dit, le gaz liquéfié, il faut le trouver, ça coûte bien plus cher. Il y a aussi du business derrière. Alors, jusqu'où on est prêt à aller? Mais je crois qu'il faut trouver ces sources d'énergie alternatives. Mais c'est un grand défi, ce ne sera pas du jour au lendemain. Et Vladimir Poutine le sait très bien. Il est en position de force aujourd'hui, à tel point qu'il nous menace de couper le gaz. Imaginez un seul instant qu'il mette sa menace à exécution en Allemagne. Ce serait une véritable catastrophe pour l'Allemagne. Et voilà. Et pour la Hongrie, on sait très bien que la Hongrie dépend à hauteur de 90% pour les ménages du gaz naturel russe. Donc c'est évident aujourd'hui que c'est le principal moyen le levier de chantage de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Europe. Sans réponse possible pour le moment concrète de la part Sans réponse possible, oui. C'est une action à long terme que nous devons avoir. Effectivement, la personne présidente l'a dit, il faut trouver des sources alternatives, il faut aller dans différents pays, le Norvège, le Qatar, l'Algérie, mais tous ces pays ont d'ores et déjà dit qu'ils n'auraient pas suffisamment d'énergie pour exporter en Europe. Donc on voit bien aujourd'hui effectivement que c'est un moyen de chantage très important et très puissant. Oui, et puis ce qui me semble très, très important, c'est que aujourd'hui, non seulement nous n'avons pas la possibilité de trouver rapidement des sources contraires, mais les prix montent d'une telle manière que dans la situation économique fragile où nous nous trouvons, il va y avoir des conséquences qui me semblent qui est très importante et qu'il n'y a pas seulement une crise de l'énergie, mais il y a peut-être une crise économique qui va suivre. Le texte qui va être débattu à l'Assemblée nationale le 18 juillet prochain n'y pourra pas grand-chose. Pas grand-chose. Et un point simplement. Je pense que la Hongrie sera le dernier pays qui sera privé de gaz russe. Bien sûr, parce qu'il est très proche de Vladimir Poutine, ça on l'avait compris. On l'avait compris. C'est-à-dire on sait très bien que Viktor Orban est proche du Kremlin sur plusieurs points. Donc c'est lui qui a hésité sur les sanctions contre l'Union européenne, contre la Russie. C'est lui qui a imposé un certain nombre de choses. Et pour les sanctions, vous savez qu'il faut l'unanimité au Conseil européen. Et donc il s'est opposé. Il s'est même opposé à ce qu'on oppose des sanctions au patriarche orthodoxe russe Kirill, qui, comme vous savez, était partisan de l'opération spéciale.
Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est la difficulté aujourd'hui d'une Europe qui n'est peut-être pas suffisamment unie. Et on a bien vu qu'il y avait des valses hésitations, des oppositions, et c'est la faiblesse de l'Union européenne qui toutefois a quand même réussi à se mettre d'accord sur un paquet de sanctions important. Ce sont aussi les divisions, selon vous, Nathalie Schrey, qui freinent aussi l'issue de ce conflit ? Oui, bien sûr qu'il y a quelques divisions, mais je crois qu'on est tous quand même d'accord pour dire que c'est une guerre en Europe n'est inacceptable, que les Ukrainiens défendent les valeurs européennes, les valeurs de démocratie, de liberté, qu'il faut les aider, et on est tous d'accord là-dessus. Je suis persuadée, même les Français qui vont avoir froid, ils vont pas avoir faim, ça c'est sûr, hein, l'agriculture française est là. Mais les prix pourraient flamber quand même. Bien sûr que ça va flamber, j'en suis persuadée, et ça va montrer au monde entier que justement, comme vous disiez, il faut être indépendant. On a été trop laxiste. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Le Club Info sur LCI, c'est terminé, mais vous restez avec nous. Vous restez avec nous parce que dans quelques instants, c'est l'émission de François Langlais. François Langlais déchiffre. Son invité, Bruno Le Maire, qui, on le rappelle, a fait passer ce message ce matin. Il faut se préparer à une coupure de gaz russe et surtout, dit le ministre de l'économie, il va falloir faire des choix courageux. C'est-à-dire, voilà, ne manquez pas ce rendez-vous dans quelques instants. Bruno Le Maire, invité de François Langlais.